En interpellant directement, c'est Abdelatif Bardache, président de l'Autorité nationale de la régulation de l'électricité, en tant qu'agent régulateur. On sait tous qu'il y a un rôle crucial pour justement gérer la complexité de ce secteur et à la fois promouvoir l'efficacité et la concurrence. Et donc, quid de l'énergie par rapport à cet organe qui est, je le rappelle, l'Autorité nationale de la régulation de l'électricité. Si Abdelatif Bardache, donc voilà, donc je suis en train de... si vous pouvez intervenir, voilà, c'est bon? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Tout d'abord, je tiens à vous remercier vivement. Je remercie l'industrie, la région de Casablanca pour l'invitation, pour cette magnifique aubaine pour l'autorité nationale de régulation à travers son président, à partager avec vous ces moments, parler de l'industrie marocaine et surtout écouter, surtout l'écoute, surtout dans une phase de démarrage, de décollage de l'activité de l'autorité nationale de régulation de l'électricité. L'industrie, c'est une force. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Monsieur le Président, directeur général d'Amazon. L'industrie, c'est très important, c'est un moteur pour l'économie nationale. Ne serait-ce qu'un chiffre, l'industrie qui se représente, les chiffres de 2019 sur le bilan de la demande énergétique nationale. Sur les industries qui sont interconnectées sur le réseau très haute tension, le 400 et 225, ça représente 13%. Sur le 39 TWh que la consommation nationale. Ça représente 36% sur tous les clients industriels moyenne tension. Et ça représente 6% sur la basse tension, tout ce qu'on appelle force motrice. C'est dire un peu l'importance de l'industrie sur le schéma et sur la demande nationale. C'est hyper important. Et ça a participé vivement à l'augmentation de la demande qui a été enregistrée en 2019. C'est enregistré 4%. Il y a d'autres pays qui nous envient par rapport à ça, par rapport à 2018. Et la part des énergies renouvelables était très très importante par rapport à ça. Avant de parler de l'autorité nationale de régulation de l'électricité, je voudrais un peu ne pas le planter des corps par rapport, comme a dit M. le Président, directeur général de Mazen, sur la stratégie qui est connue. À nous maintenant de l'implémenter et de faire en sorte qu'on aille plus vite, parce que les attentes sont très très grandes. Sur l'autorité nationale de régulation, il est là pour justement accompagner l'ouverture du marché, comme vous l'avez bien dit, libre d'électricité pour le moment. Parce que sur le plan international aussi, il a un rôle très important pour justement faire participer, pour faire défendre les intérêts du Maroc, pour devenir de plus en plus un hub international et euro-méditerranéen sur l'énergie, l'électricité notamment. C'est très très important. La dernière semaine, j'étais avec mon homologue régulateur espagnol en Espagne. On parlait sur le cadre de nos échanges sur le Regulation Méditerranée. Et j'ai senti un peu des signaux un peu qui sont un peu, parce que l'export de plus en plus est là. Le Maroc exporte vers l'Espagne. Et il y a des signaux comme quoi disent que le Maroc exporte l'électron gris, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Par ailleurs, je vais expliquer un peu la chose parce qu'on a tout intérêt à travailler dans cette dynamique de collaboration en tant que régulateur, parce que l'aubaine des interconnexions pour les deux communautés, pour l'interconnexion, est très important, c'est même pas à le démontrer. Je vais démontrer par A plus B que, ne serait-ce que le solaire, on a produit 1,5 TWh l'année dernière, ce n'est que Ramazen, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a exporté, il peut le prendre aussi, parce que l'hydraulique 1,6 TWh, et tout ce qui est loi 1301, c'est 2,6 TWh. Ça c'est très important, c'est des chiffres vrais, et le Maroc peut faire beaucoup plus en ouvrant davantage le renouvelable et en suivant l'ouverture de la moyenne tension de la façon on en parlera tout à l'heure. Alors l'autorité nationale de régulation, c'est quoi? Elle est là pour accompagner, comme je disais tout à l'heure, l'ouverture du marché électrique national, très important, donner un signal fort à tous les investisseurs nationaux et internationaux en termes de compétitivité, d'informations pertinentes, transparentes et l'impartialité par rapport à ça, c'est très important. On est là aussi pour fixer tous les tarifs d'accès sur le réseau électrique, aussi bien très haute tension que moyenne tension. On est aussi pas là pour entériner un peu le plan quinquennal de tous les partenaires électriques, l'opérateur électrique historique et les autres distributeurs aussi bien privés que nationaux, pour voir un peu l'homogénéité de l'écosystème, on peut voir un peu l'adéquation de leur programme d'équipement, c'est très important. Et important aussi, c'est, comme j'ai dit, la protection des industriels et des consommateurs. Et les industriels en font partie, je l'ai dit tout à l'heure, l'importance de l'industrie marocaine dans le schéma national. C'est très important. Parmi les choses sur lesquelles on va aussi travailler, c'est un peu les indicateurs de performance de tous les opérateurs électriques. Et l'industriel, il a besoin d'une belle lampe
mais une Irlande qui est parfaite. Bien sûr, le coût, c'est à travers l'ouverture, la compétitivité, on fera de telle sorte que ça suit dans ce sens. Mais il a besoin d'une belle ronde, pas d'harmonique, pas de flicker. Il peut mettre beaucoup d'argent, mais encore faut-il parce que ça joue sur toute sa chaîne de production. Et ça, c'est très important. On aura vraiment un regard particulier par rapport à ça pour voir vraiment où est-ce qu'on en est par rapport à l'autorité de régulation. Aujourd'hui, l'autorité de régulation, c'est une autorité indépendante, autonome financièrement, qui rend au Parlement, qui a 3 organes de gouvernance, le président, le conseil et le comité de règlement des différends. Le conseil il regroupe 10 membres, y compris le président, 3 qui sont nommés par décret par le chef de gouvernement, 3 par le chef de parlement et par le chambre des conseillers. Et le président du comité de règlement des différends, il est nommé par magistrat. C'est un magistrat qui a été nommé. Où est-ce qu'on en est par exemple aujourd'hui? On est dans la dernière ligne droite de nomination de ses membres et ça va être connu sous peu. Et notre premier conseil d'administration sera tenu sous peu, dans les semaines à venir. Et ça, je peux le communiquer aujourd'hui même. Et c'est très important. Mais tu le quittes parce que c'est une autorité qui n'existait pas. C'est ça. Tu le quittes. Depuis que j'ai eu l'honneur et l'incident d'être nommé par Sidney Lancelot en août 2018, on a travaillé énormément sur la structure, sur la best practice, on a tout préparé, les capacités, tout ça s'est préparé, le kit il est prêt. On aura notre conseil et on va. Alors parmi les priorités des priorités, c'est un peu, il y a les attentes, je suis très conscient qu'il y a beaucoup d'attentes. Les industriels, sur tout ce qu'il faut attendre, sur les informations pertinentes, sur beaucoup de sujets sur lesquels on va parler tout à l'heure, sur le gaz aussi, même si ce n'est pas dans le giron de l'activité de l'autorité de régulation aujourd'hui, mais dans le futur, j'imagine que ça va se faire. C'est important qu'on donne un signal très fort aux investisseurs en termes de vraiment que l'autorité de régulation soit une vraie plateforme par rapport pour tous les investisseurs privés parce qu'on en a besoin. On a besoin, si on veut attendre au-delà de 52%, le privé a une grande une grande place. Et on verra ce que ça soit fait. Bien sûr, on a harmonie avec tous les partenaires, avec tous les qui ont travaillé dans le domaine de l'électricité, entre autres. Et c'est important de créer une symbiose autre là. Mais je crois que le schéma, il est très clair. Si Natal le schéma, à nous de travailler. Et je crois que tous Marocains, on peut travailler ensemble. Et je suis sûr qu'on va travailler ensemble pour atteindre cet objectif qui est noble. Et l'autorité nationale de régulation restera toujours le garant d'une énergie accessible, équitable et durable. Merci beaucoup, Sartif, pour cet éclairage qui permet en tous les cas d'ancrer justement l'autorité nationale de régulation dans son écosystème. Ce qui me donne également l'occasion de poser la question à Si Mohamed Benenno, en sa qualité de conseiller du ministre auprès du ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement. Et dès lors qu'on parle de loi marocaine, juridiction marocaine de la loi 1309, on pense tout de suite à qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, quid des amendements, etc. Et donc pour ça, tu as 7 bonnes minutes, mais vraiment grandes minutes pour pouvoir, voilà, au total. C'est bon? Oui, c'est bon, je pense. Merci, Sicharaf. En fait, tout d'abord, lorsque j'ai rencontré il y a à peu près un mois, Serhaoui pour la première fois, lorsqu'il m'a posé la question d'organiser ce genre d'événement, j'étais un peu dubitatif parce qu'on a organisé pas mal d'événements au niveau du ministère de l'Énergie. Et en fait, au début, je voyais exactement quelle est l'articulation. Ceci étant, en y réfléchissant, en discutant avec Serhaoui, j'ai senti un peu toute l'importance de la thématique, parce que c'est une thématique importante pour les entreprises nationales, pour améliorer leur compétitivité, d'autant plus qu'on est de plus en plus exposé au marché international. On n'est plus dans un monde où uniquement national, on est exposé aux Espagnols, aux Turcs, aux Égyptiens. Et je pense qu'il faut le changer peut-être. Je pense qu'il a consommé son énergie là-dedans. Wow. Je vais juste demander à la régie de vraiment faire bien du premier coup. Donc, si vous pouvez nous donner des micros qui marchent et qui sont chargés. Chauffe Alexis Mohamed, si tu peux le revérifier. Et donc, puisque on est exposé au niveau international en matière de concurrence, donc on doit quelque part non seulement réfléchir lorsqu'on conçoit les stratégies énergétiques nationales, non seulement aux besoins nationaux, mais aussi prévoir quelle est l'interaction
on aura en fait, avec les pays en fait, concurrents et partenaires, parce qu'en fait, on n'a pas que des pays partenaires. Et donc, l'une des problématiques majeures en fait, pour l'entreprise nationale, en fait, et ça dépend en fait, du secteur, il y a des secteurs qui consomment beaucoup plus d'énergie que d'autres, ou par exemple l'aluminium, la chimie, le plastique en fait, qui consomment beaucoup. L'énergie ou le coût de l'énergie, c'est un facteur clé de compétitivité au niveau national, mais aussi au niveau international. Absolument. Il y a aussi les céramistes, en fait, j'ai oublié d'en parler, parce qu'eux aussi, ils sont totalement exposés en fait, au marché international. Donc, en fait, le système énergétique ou la stratégie énergétique, il doit prendre en compte plusieurs aspects. D'abord, en fait, la sécurité énergétique, ça c'est un impératif en fait, pour tout pays, mais aussi en fait, le coût et la compétitivité en fait, de l'énergie qu'on va produire. Et en fait, c'est quelque part ces deux éléments qui vont guider la conception ou la vision en fait, en matière stratégique. Je vais revenir en fait, à ce que vous avez évoqué, qui n'est pas en fait, Monsieur le Président a parlé de mix intelligent. En fait, je le rejoins, je le remercie parce qu'en fait, il a facilité quelque part le travail. Parce qu'effectivement, je pense qu'il ne faudrait pas en fait, mettre en concurrence les énergies entre elles, les sources d'énergie. Il faudrait plutôt réfléchir à une manière intelligente de les faire travailler ensemble de manière complémentaire pour en tirer le maximum en tant que pays. Parce qu'il y a des énergies en fait, qui sont plus intéressantes pour des applications qui ne le sont plus en fait, pour d'autres applications. On en parlera tout à l'heure en fait, de l'hydrogène qui promet pas mal de... Donc en matière en fait, de cadre légal, parce que c'est sur lequel en fait, on est en train de travailler en ce moment, on a commencé à travailler par les deux cadres de loi qui permettent justement aux industriels, et franchement c'est vraiment la cible, c'est les industriels qui leur permettent en fait, de réduire la facture énergétique, soit en produisant par leurs propres moyens, donc c'est ce qu'on appelle l'autoproduction, soit en le faisant à travers un prestataire ou à travers carrément en fait, un développeur sous le cadre de la loi 1309. Donc pour la loi 1309, on est vraiment dans la dernière phase pour la validation de la loi. J'espère en fait que d'ici la mi-2020, en fait, on aura le cadre totalement validé. Et pour l'autoproduction, on est aussi, je pense en fait, que mes collègues de l'ONE, même de l'ASEAN aussi pourront toucher un mot, on est aussi en phase de concertation avec les partenaires parce qu'il ne suffit pas en fait, de concevoir une loi, il faudrait en fait, que ce cadre de loi soit accepté par toutes les parties prenantes et surtout en fait, par les principales parties prenantes. Et donc sur ces deux cadres de loi, je pense en fait, qu'on est suffisamment avancé en fait, et j'espère que d'ici la fin de 2020, on aura les deux cadres. Alors la cible est différente. La loi 1309, quelque part, on cible vraiment les industriels. Donc la cible, c'est les gros industriels, c'est les gros consommateurs, ce qui va leur permettre quelque part en fait, de réduire, parce qu'on va travailler sur des puissances, sur des capacités qui sont plus importantes avec des économies d'échelle. Donc on va réduire de manière importante en fait, la facture énergétique. L'autoconsommation, logiquement, l'esprit de l'autoconsommation, c'est d'abord en fait, une question politique, puisque la liberté de produire pour soi-même, mais c'est aussi en fait, un impératif économique pour les PME. Parce que l'autoproduction, mine de rien, en fait, ça permet à des unités industrielles, des petites unités industrielles, qui n'ont pas les moyens de développer des grosses installations, de le faire par leurs propres moyens et de bénéficier en fait, de la réduction de coûts. Donc ce sont deux cadres qui sont totalement complémentaires, mais qui visent des publics différents. Donc effectivement, nous, on a fait en fait, dans le cadre de loi, avec tous les partenaires, on a essayé de faire en sorte en fait, que les deux cadres de loi soient complémentaires et qu'il n'y ait pas de vase communicant entre les deux ou de contournement des deux cadres de loi. Ça, c'est concernant en fait, l'électricité. Mais il n'y a pas que l'électricité, parce que l'énergie, en fait, c'est pas... En fait, on a tendance à oublier, parce qu'effectivement, avec toutes les réalisations qu'on a faites en matière d'énergie renouvelable, mais on a tendance à oublier en fait, qu'on a d'autres sources d'énergie. Sur la partie gaz, parce qu'effectivement, et là je rejoins totalement Monsieur le Président, je pense sincèrement en fait, que le gaz sera le bridge qui va nous permettre au Maroc et même au monde d'arriver vers un monde en fait, où on aura totalement renouvelable. Mais ça va arriver dans plusieurs décennies, je pense. C'est pas pour quelques années. Et donc il nous faudrait quelque part travailler sur un mix énergétique qui en même temps en fait, exploite toutes les nouvelles sources d'énergie, mais sans oublier la compétitivité et le coût. Ça, c'est extrêmement important. On est en train de parler de coût. Donc sur l'hydrogène, en fait, il y a une vraie question. À quel moment il faudrait se lancer? Est-ce qu'il faudrait se lancer maintenant avec le risque de payer un peu plus cher, ou plutôt en fait, attendre en fait, qu'il y ait suffisamment de retour d'expérience
Donc ce sont de vraies questions en fait, qui sont posées. Donc la réponse, en fait, je pense que durant les prochaines années, en fait, il y aura une réponse en fait, par les décideurs. Mais je voudrais simplement en fait, mettre en exergue en fait, cette problématique, à quel moment en fait, se lancer dans une nouvelle source d'énergie. Je reviens au gaz. Le gaz, pour moi, en fait, c'est une solution, c'est une source d'énergie qui est extrêmement importante à plusieurs titres. D'abord pour les besoins industriels. Pour l'hydrogène, en fait, aujourd'hui, la principale utilisation, la principale méthode en fait, de produire l'hydrogène, parce qu'il est utilisé effectivement dans l'industrie, c'est le SMR, c'est utiliser le gaz. C'est produire l'hydrogène en utilisant le gaz, parce que c'est beaucoup moins cher. Ensuite, le gaz naturel, il va offrir pour nos industriels une opportunité pour réduire leurs coûts, plus particulièrement en fait, certaines industries, la céramique, mais d'autres en fait, les cimenteries, la céramique, le plastique et tout ça. Et donc sur la stratégie du gaz, on est en train de travailler sur un nouveau code gazier qui va quelque part permettre au Maroc de s'ouvrir sur le gaz, parce que jusqu'à aujourd'hui, on utilise le gaz, mais uniquement en fait, dans le cadre du gas to power pour produire l'électricité. Ce qu'on souhaiterait faire, en fait, c'est ouvrir pour faire profiter l'industrie marocaine en fait, de cette source d'énergie qui est relativement pas chère. Juste une petite comparaison entre les deux. Aujourd'hui, le million de BTU, il est à peu près à 1,5 $ sur les marchés internationaux. Bon, il faut rajouter le transport, la regasification. Mais en fait, on peut aboutir en termes de mégawattheure à quelque chose comme de l'ordre de 25 € le mégawattheure. En comparaison, le propane qui est largement utilisé par les industriels marocains, il approche en fait les 60 € le mégawattheure. Donc vous voyez en fait toute la marge qu'on peut avoir et pour l'industrie marocaine, mais aussi en fait avec tous les impacts en matière socio-économique. Parce que lorsqu'on parle de compétitivité, en fait, ce sont des capacités qu'on va dégager en matière de cash flow, on réduit le coût, qui vont nous permettre en fait d'investir et peut-être en fait de se positionner sur de nos. Donc le gaz, en fait, pour moi, c'est quelque chose en fait qui va nous permettre vraiment de se projeter et d'aborder la nouvelle décennie de manière sereine, en assurant à notre industrie en fait une source d'énergie relativement pas chère, je l'espère en fait qui va durer durant les 10 prochaines années, mais qui sans occulter en fait effectivement une veille, ou même une veille active à travers des projets sur toutes les sources d'énergie qui vont venir, notamment l'hydrogène. Merci beaucoup, Si Mohamed, pour cet éclairage, en tous les cas, qui va vraiment dans le sens de ce qui a été dit par M. le Président, une convergence justement de ce mix énergétique et beaucoup de travail pour pouvoir le faire de façon intelligente et intégrée. Et il y a des choses qui vont se faire maintenant, il y a des choses qui vont se faire dans le temps. Merci beaucoup. Et tu me tendais justement une perche, puisque tu parlais de nos amis de l'ONE, et ils sont à côté. Donc j'ai envie de poser également la même question à Sibrahim Oumounah, vous qui êtes directeur stratégie, planification et chargé de la direction ingénierie des projets production au sein de l'ONE. Quand vous entendez, par exemple, si Mohamed Benounou parler de cette convergence du mix énergétique et de cette loi qui, Inch'Allah, on espère qu'elle sortira bientôt, comment vous vous positionnez par rapport à cela? Merci. D'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir invités à cette rencontre. Moi, avant de répondre à cette question, je voudrais juste quelques chiffres. Aujourd'hui, on a, comme ça a été dit par M. le Président, on a un mix aujourd'hui qui est caractérisé par une diversité, par une certaine diversité. On est à peu près une puissance installée de 11 gigawatts avec 66% qui est thermique et à peu près 34% renouvelable. Et l'évolution pour l'avenir, déjà, au niveau en matière de programmation, pour les 5 prochaines années, le système électrique va accueillir pratiquement 5000 MW, dont je dirais entre 2020 et 2024, totalement renouvelables avec du stockage hydraulique.
Donc, totalement renouvelable, c'est possible parce qu'on a des atouts, on a du gaz, une partie du gaz, on a des interconnexions, on a de l'hydraulique, donc on a des moyens qui nous permettent d'intégrer cette capacité importante d'ici 2024. Au-delà entre 2025 et 2030, effectivement, on va faire des développements d'une partie de centrales de gaz et on va continuer sur le renforcement des énergies renouvelables, ce qui va nous amener aussi à 5000 MW encore supplémentaires d'ici 2030. Vers 2040, entre 2030 et 2040, on peut intégrer 12 gigawatts supplémentaires d'énergie renouvelable, bien sûr avec du stockage, avec une partie du gaz. Alors, les possibilités dans ce mix, il y a la situation actuelle qu'il faut continuer à gérer pour optimiser le coût de kilowattheure. Et ça, je crois, pour l'industrie, est un élément très important parce que l'industrie a besoin d'un coût compétitif et continu, disponible, continu et compétitif, d'où l'optimisation de ce qui existe, tout en intégrant donc là, on a des capacités d'intégration des énergies renouvelables pour l'avenir très importantes. Le stockage, nous pensons qu'il y a du potentiel de stockage hydraulique qu'il faut exploiter. Deuxièmement, il y a des technologies qui se développent, il y a des batteries qui se développent à un stade donné et deviendront intéressants. Et bien sûr, il y a aussi l'hydrogène en tant que moyen de stockage, mais effectivement, la question de coût est posée et quel est le temps opportun pour lequel il faut faire ce stockage optimal. Maintenant, pour revenir en matière du système électrique, je crois que on a deux aspects pour ces énergies renouvelables. Il y a l'éolien, le gisement est très important au niveau du réseau sud, le productif est très important. Nous avons prévu une infrastructure de liaison à courant continu entre le sud et le nord pour pouvoir avoir une structure de réseau qui permettra le transfert sur des longues distances, ce qui rend ce gisement intéressant pour le renouvelable. Et il y a le solaire, particulièrement le PV, que nous pensons il est préférable de le développer au niveau du centre, le sud-est et ainsi de suite. Et que, vu la nature du topologie de rosée, que le sud du Maroc, c'est beaucoup plus pour l'éolien. Maintenant, pour la question, le mixte en lien avec l'industrie, je crois que le fait d'optimiser ce système va permettre au moins de maintenir les prix de l'électricité, que nous pensons que le prix d'aujourd'hui il est comparatif par rapport à la région de MENA, mais avec l'introduction de renouvelables, ça permettra aux acteurs, particulièrement pour le tarif public, d'être maintenus à un niveau compétitif. Pour l'industrie, je pense que la loi 1309 et la loi sur l'autoproduction, et particulièrement l'autoproduction, pourra jouer un rôle très important pour offrir une électricité compétitive pour l'industrie particulièrement. Et je crois que le projet de loi sur l'autoproduction permettra cette opportunité pour les industriels. Ceci étant dit, nous, en tant qu'opérateurs, bien sûr, ça va générer un certain nombre de contraintes. Cette ouverture, il faut qu'elle soit progressive, il faut qu'elle soit cadrée avec des capacités d'accueil. C'est-à-dire que, bien sûr, avec l'ouverture de la loi et l'autoproduction, on a tendance à tout le monde veut faire son autoproduction et on risque d'être sur une trajectoire qui n'est pas tout à fait optimale. Je pense que l'optimalité de la trajectoire d'introduction des énergies renouvelables est quelque chose de très important et nous pensons que cette loi permet d'améliorer la compétitivité des instruments. Bien sûr, il faut des mesures d'accompagnement pour que les opérateurs, que ce soit l'ONE ou les régies, trouveront l'équilibre dans cet écosystème pour que l'ensemble des acteurs trouveront leur compte. Merci.
Merci beaucoup, Sébrahim. Ce qui interpelle, c'est justement ce mot qui a été prononcé plusieurs fois par pratiquement les trois intervenants. C'est cette quête durable de compétitivité. Je pense que les organisateurs, ils ont prévu quand même un panel consacré à l'identification des facteurs clés de compétitivité énergétique. Et donc, ça permet en tous les cas de planter le décor par un regard institutionnel. Et là, j'ai envie de voir le regard d'une fédération qui, elle, une fédération de l'énergie. Et donc, comme le disait tout à l'heure Siba Kouri, énergie dans laquelle on y trouve pratiquement tout. C'est Rachid Idrissi Khetoni m'avait posé la question au début, sur quoi tu souhaites intervenir. Et donc, j'avais dit que ce sera en 2 temps. Une première question sur le mix énergétique et la deuxième sur la juridiction marocaine. Et tu as l'embarras du choix. Tu es le président de l'agence à côté, de l'autorité à côté, et tu as le conseil du ministre. Donc, voilà. Merci pour l'invitation, tout d'abord. Donc, je voudrais répondre à cette question qui a été posée à maintes reprises. Pour moi, les 2 facteurs énergétiques importants pour l'industrie marocaine, c'est de développer son marché national au détriment des importations, bien sûr, et augmenter ses volumes à l'export. Les 2 facteurs, c'est l'accès à une énergie compétitive. Pour utiliser une énergie propre et décarbonée. Aujourd'hui, au niveau international, les contraintes sont imposées par les différentes législations sur le plan de développement et aussi pour répondre à des marchés sensibles aux enjeux du réchauffement climatique et du développement durable. Bien sûr, le mix proposé a été déjà énoncé en 2009 lors de la présentation de la stratégie 2009 devant Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui repose sur 2 piliers. Okay. On a parlé du premier, c'est le renouvelable, à savoir l'éolien, le solaire et l'hydraulique, pour la production de l'électricité à un objectif de 52% à l'horizon 2030. Le deuxième pilier qui est très important, et tout le monde en parle aujourd'hui, c'est le gaz naturel, compte tenu de sa complémentarité avec le renouvelable et sa faible émission en carbone comparée au charbon. Où sommes-nous aujourd'hui ? Le programme renouvelable est en phase d'atteindre ses objectifs. Comme on le sait, nous sommes aujourd'hui à 42% à fin 2020 et à 52% à l'horizon 2030, malgré le ralentissement de la demande et malgré les projets développés dans le cadre de la 1309, à savoir l'ouverture aux clients, moyenne tension qui est toujours bloquée, il faut le dire. Ça a été prévu depuis longtemps. Aujourd'hui, la moyenne tension n'est pas accessible. Et aussi les coûts du système électrique pour la gestion de l'intermittence, qui est un point important. Et enfin, les contraintes du réseau électrique. Pour le deuxième point, et qui est pour moi essentiel pour l'industrie marocaine, c'est le gaz naturel. Alors, le gaz naturel, il faut savoir qu'il y avait eu un projet Gas to Power qui a été initié dans les années 2000. Aujourd'hui, il a été repoussé à 2030. Pourquoi ? D'abord par le ralentissement de la demande électrique et aussi le relèvement de la part des renouvelables à 52%. Donc, le projet Gas to Power pose le problème du gaz to industrie, parce que ce projet englobait gaz to industrie plus Gas to Power. Maintenant, aujourd'hui, certains bassins industriels ont accès à ce produit, il faut le dire, du côté de Kenitra, avec des réserves faibles qui donnent une compétitivité à ces industriels, notamment les céramistes et d'autres industries. Mais une visibilité au-delà. Pour ces raisons-là, il y a une nécessité de développer un gaz to industrie en attendant l'avènement du gros projet. Alors ça, il faut le faire tout de suite. Peut-être on peut attendre le code gazier, peut-être on peut faire des dérogations pour donner l'accès à ces industriels au gaz naturel pour le permettre d'être compétitif. En ce qui concerne le mix énergétique mondial et au niveau national pour les 10 prochaines années, on parle de stockage de batteries qui va gagner en capacité, en temps de recharge et de compétitivité. Aussi la production de l'hydrogène, dont tout le monde en parle aujourd'hui, et à partir des énergies renouvelables qui fera le nouveau mix énergétique. Enfin, l'utilisation de l'électricité, de l'hydrogène et du gaz naturel pour le transport. Donc moi, je pense que c'est ce mix énergétique pour les 10-20 prochaines années, c'est celui qu'on aura au niveau national et même, j'espère, au Maroc. Bien. Il y avait la suite
sur la partie, l'autoproduction. bien sûr, Oui. sur la juridiction Oui, bon, marocaine. tout le monde en parle. Effectivement, la loi 1309, aujourd'hui, elle a subi des changements. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre, comme a dit M. Bonanno, les derniers changements pour pouvoir l'utiliser et permettre à des industriels d'en bénéficier et aux développeurs de faire des projets intéressants et rentables. L'autoproduction, effectivement, elle est en cours d'étude. Nous avons été signifiés pour pouvoir donner nos arguments. Nous sommes en train de les faire au niveau de la fédération et remettre nos réponses au ministère de l'Énergie. Merci beaucoup, Sir Rachid, alors, pour la pertinence de tes propos et aussi pour cet échange qui est entre le ministère et la fédération et qui me permet justement de... Mais vraiment, on va faire un petit voyage puisqu'on va passer de Sir Rachid ici jusqu'à notre Rachid, mais qui est de l'autre côté. Ça, c'est la synchronicité des prénoms. On ne l'a pas fait exprès, mais ils se sont installés comme ça. Et j'ai envie de donner la parole à Rachid Bayed, qui est directeur du pôle opération Mazen, avec une question, j'allais dire plurielle. Ça va être 3 en 1. Et comme il est brillantissime, sur l'évaluation des énergies renouvelables dans le mix avec les nouvelles techniques, les nouvelles applications pour une industrie propre compétitive. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation et je suis très honoré d'être parmi vous, de pouvoir contribuer avec le peu d'expertise ou de savoir-faire que j'ai dans ce domaine d'énergie renouvelable. Donc c'est pour ça que mon intervention sera axée sur le volet énergie renouvelable et on parlera également de l'industrie. Donc tout d'abord, j'aimerais juste donner quelques chiffres très rapidement sur le potentiel au Maroc, qui nous amène vers un autre potentiel plus global au niveau africain. Donc aujourd'hui, le potentiel technique estimé à travers les différentes études, les atlas, on est pratiquement à 50 gigawatts de capacité renouvelable possible au Maroc, combinant l'hydroélectrique, le solaire et l'éolien. Je ne compte pas bien entendu toutes les nouvelles formes d'énergie qui sont en cours de développement, démonstration, tout ce qui est énergie marine, tout le volet applicatif et tous les aspects qui peuvent concerner un public plus large sur le plan résidentiel et tertiaire, avec justement cette évolution des lois qui permettraient à court moyen terme donner la possibilité à qui que ce soit de pouvoir être son propre producteur et potentiellement de voir ces bâtiments à énergie positive se développer davantage et créer un nouveau secteur. Donc ce potentiel qui est là, qui existe tout le long des côtes atlantiques, sur les différents terrains et terres qui ne sont pas exploités, qui peuvent être valorisés autrement, tels que le projet de Ouarzazate ou Middles. Il nous amène vers une autre comparaison, celle de la technologie. Aujourd'hui, on a un potentiel technique. Qu'est-ce qu'il en est de la technologie ? Clairement, on peut, on va dire, se féliciter de l'avancée très importante des technologies propres, toutes applications confondues. Cela peut aller vers le dessalement, ça concerne potentiellement l'efficacité énergétique dans le milieu industriel, dans la mobilité électrique à travers des sources renouvelables qu'on pourrait également exploiter pour favoriser un transport propre avec des rendements bien supérieurs que les moteurs thermiques. Et donc, d'une façon ou d'une autre, la technologie est au rendez-vous aujourd'hui et il le sera encore plus demain. Il le sera encore plus demain sur le plan purement technique, au sens production, mais également sur le plan intelligence, au sens intégration. Donc, pour le Maroc, tout cela représente une opportunité pour les acteurs industriels qui sont présents, pour les investisseurs, pour l'ensemble de l'écosystème. Et réellement, on voit qu'il y a énormément de création d'entreprises dans ce domaine sur différents volets et également pas mal d'idées brillantes à travers des startups qui sont en train de se lancer à travers des démonstrateurs que Mazen, le cluster et plein d'autres acteurs favorisent à travers même des plateformes de recherche et développement qu'on a mis en place à Ouarzazate. Donc ce potentiel technique existe, la technologie existe, donc tout cela représente une opportunité pour le secteur.
représente une opportunité également pour les acteurs industriels qui peuvent être énergivores. Peut-être mon collègue Badi Staraji va parler du parc Khladi potentiellement, on va dire à travers les contrats avec un certain nombre d'acteurs industriels, le bénéfice que cela représente pour ces acteurs. C'est un bénéfice à deux niveaux. D'abord, on réduit l'impact environnemental et donc on participe à la préservation, on va dire, de l'environnement et à la création de la valeur. Et un deuxième bénéfice qui est un bénéfice économique parce que le renouvelable devient très très compétitif et clairement avec le potentiel que l'on a aujourd'hui, avec les capacités installées, on peut réellement se projeter dans un avenir entièrement renouvelable, potentiellement horizon 2050. Certaines études l'ont démontré. Donc, moi, je voudrais, pour finir, juste lancer une invitation à tous ceux qui le souhaitent de venir visiter le complexe solaire Noroua Zazat, les parcs éoliens à Midelt, d'ouvrir vraiment davantage ces sites pour les curiosités. Il n'y a pas là-dedans, il n'y a pas que la production d'énergie, mais il y a également un tas de sujets qui concernent l'environnement à travers des applications qui concernent l'efficacité énergétique ou également certaines applications qui concernent la production décentralisée, également la plateforme de recherche et développement que l'on a à Ouarzazate. Je vous remercie. En tous les cas, on ne pouvait pas terminer. Je pense l'équipe de Mazen, ils ont une générosité du cœur. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de nous inviter tous. Moi, je croyais qu'il allait nous inviter à quelque chose d'autre. Et après, quand il nous a offert ce beau spectacle sur les stations. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et je pense qu'il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vous allez certainement recevoir des demandes pour faire la visite. Et encore une fois, merci beaucoup, Rachid, parce que tu me tendais une perche. Je cherchais le lien avec les différentes interventions. Et donc, je me disais, pour pouvoir introduire Sibedis Draji, directeur général de Aqua Power, donc tu me tends la perche. Et j'ai aussi envie de vous écouter sur cette question de mix. Je sais que vous êtes, au niveau énergétique, vous êtes à la pointe, mais vous êtes aussi dans cette quête d'optimisation, que ce soit des coûts de l'investissement, des coûts de production, des coûts liés à la recherche. Et par rapport à cette loi 1309, aussi, comment vous pouvez nous apporter un éclairage. Donc, c'est à vous la parole. Alors, il va falloir qu'on trouve des énergies renouvelables pour se recharger automatiquement au décharge. Oui, tout d'abord, je veux remercier l'industrie du Maroc pour cette invitation, ainsi que les acteurs qui ont appuyé cet événement. Mon intervention va aborder les deux volets. Donc, le premier, c'est le volet énergétique et le deuxième, c'est l'industrie. Concernant l'énergie, moi je vais l'aborder sur 3 temps et je vais parler des 3 décennies, 2000 jusqu'à 2010, 2010 jusqu'à aujourd'hui, en 2020 et 2020 à 2030. Et je vais utiliser 3 mots. Le premier, c'est le doute. Je me rappelle, entre 2000 et 2010, il y avait beaucoup de doutes sur l'essor du renouvelable et sur sa compétitivité. Beaucoup de gens disaient, voilà, le renouvelable, c'est pas rentable, c'est pas compétitif. Je pense qu'on a tous été fascinés par le bond que le renouvelable a fait sur le plan technologique, sur le plan de l'efficience, sur le plan de la compétitivité, et on a commencé à avoir des tarifs extrêmement compétitifs, surtout à partir des années 2015-2016. Je me rappelle qu'un journaliste a appelé notre PDG et il a qualifié de Usain Bolt du solaire, parce qu'à un moment donné, on a brisé le record des tarifs photovoltaïques. On était inférieur à 6 cents. Et depuis ce jour-là, les records se suivent, ils ne se ressemblent pas. C'est-à-dire tous les jours, presque chaque mois, on a un tarif plus compétitif que le tarif précédent. Et ça a changé complètement le paradigme
pas seulement du monsieur lambda, mais aussi et surtout des gestionnaires des réseaux d'électricité qui avaient beaucoup de doutes sur la capacité du renouvelable à concurrencer l'électricité conventionnelle. Donc moi personnellement qui a vécu cette transition, je suis extrêmement fasciné par ce que la technologie a réussi à faire en si peu de temps. Maintenant, sur l'avenir, moi personnellement, j'ai beaucoup d'optimisme sur la capacité de ce secteur-là à se développer. Tout n'est pas encore fait. Certes, on a réussi à avoir des modules photovoltaïques extrêmement compétitifs, de l'éolien extrêmement compétitif aussi, mais on est en train aujourd'hui, on est face à un croisement, surtout dans les pays où le développement a atteint ses limites, comme l'Allemagne par exemple, où il faut maintenant penser à l'après-implémentation du solaire et de l'éolien et comment augmenter la part du renouvelable à travers du stockage, à travers des systèmes de régulation du réseau, à travers beaucoup de créativité, à travers le connexe entre la génération d'électricité et la mobilité et les usages industriels. Donc on est vraiment à un moment, à une phase vraiment charnière du développement technologique. Mais tout ça vraiment me fascine, même à titre personnel. Maintenant, revenons un peu au contexte local et au Maroc. Donc Aquapower a réussi à développer pas mal de projets solaires avec Mazen. On a aussi développé un projet éolien à Tanger, donc d'une capacité de 120 MW. Au fait, on a eu l'opportunité d'implémenter l'ensemble des technologies renouvelables qu'on peut imaginer. Donc le solaire, on a installé le solaire CSP, thermodynamique, avec ces deux filières technologiques, le cylindre parabolique et la tour, avec des heures et des heures de stockage. On a installé du photovoltaïque avec tracker, on a installé de l'éolien, donc on est vraiment ravis d'avoir fait tout ça. Maintenant, je pense que les développeurs au Maroc ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Je pense qu'aujourd'hui, le renouvelable est une réalité au Maroc. Aujourd'hui, ce matin, j'étais au centre dispatching national et ces projets-là sont une vraie réalité. Donc, et d'un apport extrêmement important pour le parc de production marocain. Comment ces projets peuvent avoir un impact? Je pense que c'est ce qui est recherché par les citoyens. Ce qui est recherché, ce n'est pas juste des projets renouvelables. Oui, c'est important d'avoir des projets qui ont un impact positif sur l'environnement, mais je pense que le plus important, c'est l'équation comment cette électricité renouvelable, compétitive installée au Maroc, peut driver un développement industriel. Je pense que le Maroc était pionnier en termes de législation, la création de Mazen, la loi 1309, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut démocratiser la loi 1309. Il faut l'ouvrir pour permettre à d'autres industriels d'une taille inférieure d'accéder à cette loi et accéder aux bénéfices de cette loi qui est un tarif compétitif de l'électricité qui va les rendre aussi compétitifs. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu de la prochaine étape pour le secteur de l'énergie au Maroc. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Badis, à la fois pour l'optimisme et aussi pour cette interaction avec le ministère pour réellement ouvrir. C'est une loi qui verra le jour, Inch'Allah, on l'espère, mi-2020. Et on a toute la confiance de Mohamed Ben Nanno pour justement porter et apporter une solution avec les collaborateurs du ministère. Alors, il nous reste aussi à explorer, mais sous un autre angle, un autre point de vue. Et là, on va partir carrément chez Engie Services pour poser la question sur
Un mix énergétique, bien sûr, on en a parlé. Il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il soit gradué, il faut qu'il soit progressif, mais aussi un mix qui est compatible avec les enjeux climatiques et avec un coût compétitif. Et une deuxième interrogation qui vient comme ça, c'est une production d'énergie décentralisée. Quid de cette production d'énergie décentralisée? Philippe, Miguel, toi qui es président directeur général d'Engie Services, si tu peux nous apporter un éclairage et on lui remettra le micro qui fonctionne, qui est chargé. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, merci de cette invitation. Je suis, comme mes camarades, très impressionné par le panel. J'ai compris qu'il fallait que je fasse 7 minutes. Mais est-ce que je peux faire plusieurs fois 7 minutes ou c'est une seule fois 7 minutes? C'est 7 minutes, mais comme ça, empilé. Très bien. Alors, Engie, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, on a deux métiers ici au Maroc, la production d'électricité centralisée. On opère le parc de Tarfaya, qui est, je crois, encore aujourd'hui le plus grand parc éolien d'Afrique, avec nos camarades de Nareva, et on opère la centrale de Safi, là aussi avec nos camarades de Nareva. On a un deuxième métier qui est peut-être un peu moins connu, qui est celui des services à l'énergie. On a notamment travaillé sur les tramways de Rabat et de Casablanca. On a solarisé la gare TGV de Casablanca. On va livrer dans quelques heures, jours, semaines, le Grand Théâtre de Casablanca, dont on a fait les lots techniques, élec, ventilation et air conditionné. 1600 personnes ici au Maroc sur ce métier des services à l'énergie. Nous, on a une vision qui est très très en rupture. Et mon camarade Dakwa parlait de la deuxième révolution de l'énergie qui avait trait aux énergies renouvelables. On pense, nous, qu'on est dans une troisième révolution qui est celle de l'énergie décentralisée et qui touche directement l'industrie et les clients industriels. C'est quoi cette troisième révolution? Elle fait partie d'ailleurs de la transition énergétique. On était habitué à construire des grandes centrales qui alimentaient des réseaux, qui alimentaient des clients. Aujourd'hui, on considère que ce système est en train de s'inverser. C'est-à-dire que ce sont nos clients qui deviennent eux-mêmes producteurs de leur propre énergie et qui vont alimenter demain les réseaux. On pense que cette révolution-là, elle n'est pas réversible. C'est-à-dire que notamment dans certains pays matures, je pense à l'Europe, on a fermé, nous, Engie, près de 10 000 mégawatts de capacité, liés en partie à ce phénomène-là, mais aussi à une certaine désindustrialisation de l'Europe, à de fortes mesures d'efficacité énergétique et à ce mécanisme, ce phénomène de décentralisation de l'énergie. C'est quoi? C'est la capacité que certains industriels ont d'installer des panneaux solaires sur le toit de leurs usines, c'est l'utilisation de vos déchets, vous industriels ou particuliers, en biogaz, c'est le président en parlait tout à l'heure, l'utilisation de petites éoliennes dans le fond de votre jardin. Bref, ce monde de l'énergie décentralisée, c'est pour nous, encore une fois, le monde de l'énergie de demain. Et ce monde-là n'est pas réversible. On a beaucoup évoqué la loi 1309. La question n'est pas de savoir sous quel cadre ou quand est-ce que le marché sera libéralisé. La question est vraiment de se dire ça va venir. Et aussi également au Maroc, elle est rendue possible, cette troisième révolution, par des énergies renouvelables de plus en plus décentralisées. J'évoquais les panneaux solaires en toiture, par cette décentralisation, au fond, et par la digitalisation. Pour qu'un client puisse produire lui-même de l'énergie et l'injecter sur le réseau, il faut des compteurs intelligents, des réseaux intelligents, c'est tout le domaine des smart grids, des smart meters, des big data. Le monde de demain, c'est aussi un monde de l'énergie beaucoup plus digitalisé. Google a sorti sur le marché américain une offre par laquelle vous pouvez acheter l'électricité de la batterie du véhicule de votre voisin. Le monde de l'énergie de demain, c'est aussi ça. Des échanges d'énergie beaucoup plus, encore une fois, décentralisés, beaucoup plus spécifiques, et au fond, où les clients interagissent
eux-mêmes, entre eux, de façon beaucoup plus dynamique, agile et rapide. Alors, je tiens d'abord à insister sur le fait que, comme il a été dit tout à l'heure, il est urgent et important de ne pas opposer les solutions les unes aux autres. Le Maroc a été très très précurseur dans les énergies renouvelables centralisées. Il en tire aujourd'hui les bénéfices d'une industrie marocaine très compétitive grâce à ça. Et donc cette énergie décentralisée dont je vous parlais, elle est au fond très complémentaire de ce choix qu'a fait le Maroc d'une énergie centralisée, décarbonée. Mais je voulais simplement, dans les 7 minutes, attirer l'attention sur le fait que... Ça, c'est les deuxièmes 7 minutes qui sont pile sur les premières. Voilà, tout à fait. De toute façon, eux, ils n'ont rien vu, donc tu peux continuer. Y a pas... Très bien. Je voulais attirer l'attention sur le fait que vous, utilisateurs d'énergie, vous êtes au centre de cette troisième révolution. J'insiste sur le fait que ça ne reviendra pas en arrière, c'est-à-dire que cette décentralisation prendra le pas sur les échanges énergétiques de demain. Et ce qui me semble important pour le Maroc, qui a toujours été précurseur, le président l'a dit tout à l'heure, au fond, qu'est-ce qu'il faut se fixer comme objectif pour rester un leader sur son marché? Il faut, de mon point de vue, absolument tenir compte de cette révolution du secteur, voir comment l'intégrer au-delà de la loi 1309 qui, je pense que dans 3, 4, 5 ans, ça ne sera plus une exception, mais ça sera la norme. Cette loi 1309 sera généralisée. Et donc la question à se poser pour le Maroc, c'est pour rester compétitif, comment fait-on pour intégrer ces solutions d'énergie décentralisées? Un dernier point, elles ont un mérite, c'est que c'est au fond la rencontre de l'usage et de la production. Quand vous produisez vous-même votre énergie, votre première préoccupation, c'est de vous dire, mais au fond, est-ce que je la consomme déjà utilement et efficacement pour pouvoir dimensionner mon unité de production? Quand vous recevez de l'électricité du réseau, vous êtes moins préoccupé par ces questions d'efficacité énergétique. Donc c'est aussi important pour ça, le fait que le monde de demain, c'est aussi la rencontre de l'usage et de la production. Voilà pour les 7 minutes. Merci beaucoup. Alors, on posait la question à Étienne Klein sur qu'est-ce que le temps. Il répondait, le temps, c'est ce qui passe quand rien ne passe. Et donc, et c'est aussi le temps qui ne sonne jamais deux fois. Donc, c'est les 7 minutes, les premières qui restent inscrites. Donc, merci beaucoup pour ton éclairage et surtout pour avoir fait le lien entre ces énergies centralisées, décentralisées, ce mix également entre les énergies renouvelables, le gaz, l'hydrogène et cette convergence à la fois nationale et au niveau des administrations pour qu'il y ait une convergence, qu'on y va de façon intelligente, graduée, mais au service à la fois de l'industriel, au service du citoyen, ça a été dit. Et Monsieur le Président, tout à l'heure, il parlait de l'engagement du Maroc dans cette stratégie, et il parlait du Maroc, mais il parlait aussi de cette dimension internationale, et on a beaucoup de plaisir à recevoir Ali-Khan Kassam, qui est directeur général Afrique du Nord de la société John Cockerill. Donc si vous pouvez nous apporter à la fois un éclairage sur ce mix et sur la loi. Alors je pense que pour les micros, je pense qu'ils ont entendu ce que disait Philippe. Il y a quelqu'un qui a déjà vendu l'énergie qui est dans les batteries de chaque micro. Ils ont été vendus aux voisins. Donc voilà. Donc, j'espère que vous avez le bon. Il faut que celui-là n'a pas encore été vendu. Très bien, allez-y. Je vous confirme, j'ai le bon. Voilà. D'abord, merci aux organisateurs de nous donner cette opportunité. Bravo pour l'organisation. Dans l'aviation, on appelle ça un overbooking, je pense. Je vous félicite pour ça, mais c'est un overbooking positif. Voilà. Je pense qu'on peut applaudir les participants parce que c'est eux qui font ça. Voilà. Et il m'a donné l'opportunité de présenter le groupe que je représente sur cette région. John Cockerill est une entreprise belge qui existe depuis 1817. Donc il y a plus de 200 ans d'existence, qui porte le nom de son fondateur, et qui est convaincu et entrepreneurial dans les solutions technologiques, notamment dans l'énergie, parce que c'est le sujet du jour, dans l'environnement, dans la défense, un secteur un peu particulier,
la sidérurgie et puis le service industriel. Quelque part, nous intervenons sur toute la chaîne de valeur technologique et c'est quelque chose qui a été notre leitmotiv sur les dernières, sur 200 ans. Et les successeurs de John Cockerill ont tenu à avoir cette flamme toujours présente. Aujourd'hui, John Cockerill est une entreprise présente dans plus de 25 pays, avec 6500 collaborateurs, et indépendante. Donc, pas cotée en bourse, qui peut présenter des avantages. Pour parler du portfolio énergétique, nous sommes sur 6 activités principales. La fabrication et la conception de chaudières de récupération, les chaudières industrielles, et dans l'énergie de transition, parce que c'est le sujet du jour, comme il ne m'a que donné 7 minutes, les solutions de stockage, batterie, dans lesquelles nous investissons pas mal d'argent, les solutions hydrogène, que j'aimerais développer un peu plus, parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse quelques personnes ici. Et puis les solutions CSP, où nous participons sur des grands projets internationaux, notamment avec nos amis d'Aqua, dans d'autres régions du monde, et espérons-le bientôt au Maroc. Donc, pour parler de l'hydrogène, c'est en effet un axe pour nous de développement important. Quand nous regardons les perspectives d'énergie renouvelable dans le monde, elles sont très importantes dans le renouvelable, notamment drivées par l'Asie, de par sa nature toujours avant-gardiste, un peu par l'Europe. Donc, nous avons pris le pari de nous associer avec une société chinoise pour créer une société euro-chinoise basée en Chine, qui développe des solutions d'hydrogène à base d'électrolyse de l'eau. C'est une JV dans laquelle nous croyons beaucoup, parce que c'est à travers une entreprise qui a déjà beaucoup de références, une présence marché importante, notamment en Asie, et sur laquelle nous avons pu donner notre push technologique, que ce soit en sécurité de conception, que ce soit en modélisation. Donc c'est pour nous un levier très très important. C'est aussi pour nous un des leviers pour entrer sur des marchés plus mûrs ou des marchés comme le Maroc, qui est assez friand de ce genre de solutions assez innovantes. J'ai l'autorisation de mon client de le dire aujourd'hui. Nous avons eu une commande d'un opérateur marocain pour un électrolyseur John Cockerill qui sera installé ce semestre-ci auprès de Maghreb Oxygène. J'ai le droit de le citer, donc nous sommes très heureux de cette confiance qui nous a été accordée. Donc ça nous permet d'embrayer sur ce que M. Bakouri disait, M. le Président, disait, c'est qu'il fallait à un moment donné franchir un cap. Est-ce qu'il faut attendre les grandes tendances ou est-ce qu'il faut se projeter industriellement? Eh bien, nous prenons le pari de nous projeter industriellement et de voir cette évolution se mener progressivement à bien. Je pense que demain, nous serons dans ce secteur-là avec une plus haute valeur ajoutée marocaine, parce que c'est également l'ambition du groupe, c'est de focaliser la valeur ajoutée la plus proche du marché, tout en gardant des conceptions là où elles sont à la base. Mais de rapprocher la valeur du marché. En tant qu'Africain convaincu issu du continent, je suis très focalisé sur cet aspect-là et je ferai tout ce que je peux pour amener la valeur la plus proche du marché ici. C'est un focus important. En tout cas, merci beaucoup pour cet engagement fort que tous les participants ressentent avec beaucoup d'engagement de votre part. Très sincèrement, quand je démarrais ce premier panel et que je me disais faire intervenir 8 brillantissimes experts en 1 heure, c'est quasi impossible. Je pense qu'on peut les applaudir. Ils ont réussi le pari. C'est magnifique. On a démarré à 3h51 pile. Il est 4h47. Ils ont encore 3 minutes, 4 minutes. Je donnerai peut-être 1 minute à Si Mohamed Benno qui voulait un complément. Le micro. Alors, le temps de changement du micro, il n'est pas compté dans le temps. J'espère. Or, en fait, je voulais reprendre la parole juste parce que je pense en fait je voulais répondre à la préoccupation de la plupart en fait de l'audience et aux questions qui ont été posées, mais il y a aussi en fait d'autres aspects qui sont, à mon sens, aussi importants en fait que la loi Trésor-Neuf, que l'autoconsommation. En fait, on n'en parle pas suffisamment. Donc, je voulais en fait prendre l'opportunité d'en parler. Aujourd'hui, il y a pas mal de niches qu'on peut exploiter en tant qu'industriel au Maroc
Et en fait, malheureusement, en fait, on n'a pas encore pris le pari. En fait, je prends le terme de pari. Il y a la biomasse, en fait. La biomasse. On va organiser une conférence en fait, sur la biomasse le mois de mars prochain. Et en fait, l'idée, ce serait d'exploiter. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Chaque usage, il y a forcément une source d'énergie qui est plus adaptée que les autres. Exact. Vouloir répondre à des usages avec une seule source, moi je pense que c'est une erreur. Il faut trouver la bonne source pour les bons usages. Il y a la cogénération qui n'est pas suffisamment utilisée dans l'industrie nationale. La semaine dernière, en fait, j'ai reçu un industriel qui a travaillé en fait, sur un projet de cogénération et qui arrive à des tarifs extrêmement intéressants qui lui permettent d'optimiser parce qu'il récupère la chaleur lorsqu'il produit l'électricité pour l'injecter en fait, dans le process. Il y a aussi en fait, tout ce qu'on devrait faire en matière de biogaz. Le biogaz, on parle d'hydrogène, mais avant, moi, j'aimerais bien en fait, qu'on puisse exploiter les biogaz en fait, qui est au nexus entre la gestion des déchets et la production de l'énergie. Et pas l'énergie électrique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. L'énergie électrique, on va la produire probablement avec le PV, parce que c'est beaucoup moins cher. Mais par contre, produire du biogaz qu'on va utiliser dans les bus, et ce qui va nous permettre en fait, de réduire la facture énergétique et de réduire la pollution dans la ville, et aussi de permettre en fait, de l'air pour les gestionnaires en fait, du transport urbain, parce que la facture énergétique et la facture de carburant pour ces opérateurs, ils représentent pratiquement entre 25 et 35%. Donc s'ils arrivent à réduire ça, je pense en fait qu'on va y aller. Donc l'idée de manière générale, ça serait de choisir la bonne source d'énergie pour le bon usage. Il ne faut pas oublier en fait que le Maroc, bien qu'il n'est pas producteur de gaz, on a l'ambition, j'espère, en tout cas en fait, je travaille sur ce projet de cœur avec mes collègues en fait au ministère de l'énergie, de faire du Maroc en fait un hub énergétique de gazier, même si on ne produit pas, parce qu'il y a une transformation économique au niveau international qu'on ne capte pas suffisamment ici au Maroc. C'est la transformation du marché gazier en fait, d'un marché long terme vers un marché spot. Et lorsque cette frontière il bouge vers le marché spot, il permet à des opérateurs ou à des pays qui ne sont pas producteurs d'être commercialisés, traders sur ce marché. Donc rendez-vous en fait pour les prochains projets qui vont nous permettre de valoriser notre position géopolitique en fait et tous les atouts dont on dispose. Merci. Donc Hicham, peut-être que la prochaine fois, ça ne sera plus les matinées, mais ça sera des journées, puisqu'il faut, pour parler de tout ça, on a besoin d'une journée. Philippe, tu voulais réagir par rapport à ça ? Merci. Donc je voulais répondre à la question que vous posiez tout à l'heure de savoir si le Maroc devait investir dans l'hydrogène. Pour nous, le lien entre l'énergie décentralisée et l'énergie centralisée, c'est le stockage et c'est le gaz. Et le seul vecteur énergétique qui permet de répondre aux deux, de notre point de vue, c'est l'hydrogène. L'hydrogène qui était effectivement un gaz injectable dans un réseau, mais c'est également une capacité de stockage. Il se trouve que le Maroc a énormément d'énergie renouvelable, qui peut parfois être fatale. Le vecteur pour le stocker, c'est l'hydrogène. Plutôt que de faire venir du gaz qui n'est pas du gaz local, l'hydrogène est ce vecteur énergétique-là. Le seul enjeu, ayez les chiffres en tête, hein, on produit de l'hydrogène aujourd'hui avec du gaz naturel ou du charbon à un coût d'environ $1 par kilogramme d'hydrogène. On le produit aujourd'hui avec des énergies renouvelables plutôt autour de 3 à 4 $ par kilogramme d'hydrogène, voire même 5. Donc l'enjeu, c'est de réduire le coût de production de l'hydrogène, mais pour nous, le lien entre les deux, c'est le vecteur hydrogène. Et donc je pense que le Maroc a tout intérêt à être précurseur. Merci beaucoup Philippe pour ce complément. En tous les cas, au travers de ce premier panel, ce qui en ressort, c'est qu'il y a une réelle convergence pour que ce mix énergétique soit intelligent, qu'il soit durable, qu'il s'inscrit dans la durée et de façon intégrée. J'aime beaucoup l'idée de choisir la bonne source par rapport à la bonne application, par rapport au bon secteur, etc. Il y a aussi toute la partie transformation digitale et on aura le plaisir de suivre, je pense, dans le troisième panel, toute la convergence entre des applications dans ces usages qui soient industriels et aussi, quoi de mieux que d'avoir une autorité de régulation qui est là pour assurer justement une meilleure cohérence entre l'ensemble des parties prenantes et une fédération qui œuvre pour
le bien de ses adhérents et des partenaires nationaux et internationaux qui, non seulement l'engagement ou l'optimisme, mais aussi cette volonté de créer de la valeur et faire de ce secteur non pas un secteur corrélé par rapport à d'autres, mais aussi un secteur à part entière avec une vraie stratégie qui mettrait le Maroc comme un hub énergétique. Donc en tous les cas, merci beaucoup pour votre éclairage.